Pendant 2 ans, j'ai regardé en silence ma femme s'éloigner de moi. Lors de la fête de Noël de son entreprise, son PDG arrogant m'a humilié publiquement, me traitant de perdant fauché et collant, alors qu'elle restait là à rire. Ce coquin de ne savait, c'était mon véritable métier, et que j'étais déjà en train de racheter sa société. Au moment où j'ai prononcé ces mots, la pièce est devenue complètement silencieuse. Pas le silence poli et inconfortable que l'on obtient quand quelqu'un raconte une mauvaise blague. Pas la pause gênante avant que les gens ne trouvent un sujet de conversation plus sûr. C'était le genre de silence qui se produit lorsqu'une salle pleine de gens réalise soudainement qu'ils ont observé la mauvaise personne depuis le début. 200 personnes dans une salle de bal louée au Fairmont Chicago Millennium Park. Des lustres en cristal projetant une lumière dorée sur des plafonds de 12 pieds, un bar ouvert, des hors-d'œuvre de traiteurs, un quatuor de jazz dans le coin jouant quelque chose de festif que personne n'écoutait vraiment. Le genre de fête de Noël d'entreprise qui existe pour rappeler à chacun sa place dans la hiérarchie. Et je me tenais tout en bas de celle-ci. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient tous. Je m'appelle Lawson Brigg. J'ai 46 ans. Depuis 3 ans, je suis l'associé le plus discret de Meridian Peak Capital, une société de capital investissement basée dans le West Lobe de Chicago. Nous ne faisons pas de publicité. Nous ne publions pas de communiqués de presse. Nous n'apparaissons pas dans Forbes à moins que nous ne fassions quelque chose de très intentionnel. Les entreprises que nous soutenons deviennent des noms connus. Nous restons invisibles. C'est exactement pourquoi, lorsque je suis entré à cette fête de Noël en tant qu'accompagnateur de ma femme Claudine, tenant un verre d'eau pétillante et portant un costume que j'avais depuis 4 ans, je ressemblais exactement à ce que tout le monde supposait que j'étais. Personne en particulier. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, avant de vous dire ce que j'ai dit à ce PDG et pourquoi la couleur a quitté son visage à la seconde où les mots sont sortis de ma bouche, je dois vous ramener au début. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là au Fairmont n'a pas commencé avec une fête de Noël. Cela a commencé avec un mariage qui s'effondrait discrètement depuis 2 ans. Et cela a commencé avec un homme nommé Derek Callaway. Si vous avez déjà été avec quelqu'un pendant qu'il devenait quelqu'un d'autre, vous connaissez le sentiment dont je parle. Cela n'arrive pas d'un seul coup. Ce n'est pas un moment unique que vous pouvez pointer du doigt et dire, c'est là que tout a changé. C'est une lente accumulation de petites choses, un rire différent, un nouveau groupe d'amis que vous n'avez jamais rencontré, une énergie qui ne vous appartient plus. Claudine et moi nous sommes rencontrés il y a 11 ans lors d'un dîner de collecte de fonds pour la Chicago Architecture Foundation. Elle était analyste financière dans un cabinet de conseil spécialisé. Vive et drôle, le genre de femme qui pouvait tenir 3 conversations en même temps et donner à chaque personne l'impression d'être la seule à qui elle parlait. J'étais à 3 ans de la construction de ce qui allait devenir mon partenariat chez Meridian Peak, fonctionnant encore avec 7 heures de sommeil par semaine et assez d'ambition pour alimenter une petite ville. Nous nous sommes mariés au printemps il y a 7 ans, une cérémonie dans une église restaurée du côté nord avec 140 invités et une réception sur un toit terrasse avec vue sur le lac Michigan. Nous avons passé notre lune de miel au Portugal. Nous avons passé 2 semaines à manger du poisson grillé, à boire du vin blanc et à parler de la vie que nous allions construire ensemble. Pendant les 4 premières années, nous avons construit exactement cela. Claudine est passée du conseil au développement d'entreprise et a finalement décroché un poste de directrice des partenariats stratégiques chez Callaway Group, une entreprise de médias et de technologie de taille moyenne fondée par son PDG et actionnaire majoritaire, Derek Callaway. L'entreprise avait des bureaux au 38e étage du 150 North Riverside, juste au bord de la rivière Chicago, le genre d'adresse qui parle pour vous. Et Derek Callaway savait comment parler. Je l'ai rencontré exactement 2 fois avant la fête de Noël. Une fois lors d'un dîner d'entreprise où Claudine m'avait emmené, et une fois lors d'un événement sur un toit terrasse pour une organisation à but non lucratif qu'ils soutenaient tous les deux. Les 2 fois, il m'a serré la main, a dit quelque chose de poli et d'oubliable, et est passé à quelqu'un de plus important. C'était le genre d'homme qui catégorisait les gens dans les 10 premières secondes de leur rencontre. J'avais vu son type des centaines de fois dans des salles de marché, des salles de conseil et des réunions de présentation à travers Chicago. Des hommes qui avaient construit quelque chose de réel, mais qui avaient commencé à confondre leur compte en banque avec leur caractère. Il avait 51 ans, récemment divorcé, les cheveux argentés, et avait l'aisance étudiée de quelqu'un qui ne s'était jamais senti, de mémoire récente, comme la personne la moins puissante de la pièce. Il avait tort, bien sûr. Il ne m'avait simplement jamais rencontré dans le bon contexte. Les changements chez Claudine ont commencé il y a environ 2 ans.
Ce n'était pas dramatique au début. Des heures plus longues au bureau, des conférences qui semblaient se multiplier, un nouveau langage s'infiltrant dans son vocabulaire. Des phrases et des références que je ne reconnaissais pas, liées à des gens que je n'avais pas rencontrés. Elle a commencé à faire plus d'exercices. Pas les footings occasionnels du soir que nous faisions ensemble le long du lac, mais des séances matinales dans une salle de sport près de son bureau, le genre d'endroit qui coûte plus cher par mois que le paiement de la voiture de la plupart des gens. J'ai remarqué. Mon métier est de remarquer les choses. La diligence raisonnable n'est pas seulement une compétence professionnelle. C'est une façon de voir le monde. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore. J'ai observé, j'ai catalogué et j'ai continué à faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire construire l'image la plus complète possible avant de faire le moindre mouvement. Ce que j'ai construit au cours de ces 2 années n'était pas une image que je voulais voir. Des SMS tardifs qu'elle prenait dans la salle de bain. Un deuxième compte de messagerie sur une tablette qu'elle pensait que je ne connaissais pas. Un voyage d'affaires à New York en septembre qui a duré 4 jours alors que la conférence à laquelle elle prétendait assister durait 1,5 jours. La façon dont elle a commencé à décrire Derek Callaway, non pas comme son patron, mais comme son mentor, son visionnaire, la personne qui comprenait vraiment ses ambitions. Je ne suis pas un homme qui prend des décisions basées sur l'émotion. Je ne l'ai jamais été. Dans mon domaine, ce n'est pas un luxe que l'on peut se permettre. On apprend à être patient. On apprend à attendre le moment où toutes les informations sont là et où l'image est claire, puis on agit avec précision. En décembre, mon image était claire. Et puis est venue l'invitation à la fête de Noël. Claudine me l'a tendue un mardi matin. D'un air décontracté, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Derek organise la fête de Noël annuelle au Fairmont. Vendredi soir. Tu devrais venir. J'ai regardé le carton en relief. Gala annuel des fêtes du groupe Callaway. 19 décembre. Fairmont Chicago, Millennium Park. Tenue de ville facultative. J'y serai, ai-je dit. Elle a alors levé les yeux brièvement, quelque chose a traversé son visage que je n'ai pas tout à fait pu lire. De la surprise, peut-être. Ou quelque chose de plus proche d'une erreur de calcul. Génial, a-t-elle dit, et elle est retournée à son ordinateur portable. J'ai passé les 2 jours entre ce mardi matin et le vendredi soir à faire ce pourquoi je suis réellement payé. Voici quelque chose que personne ne vous dit sur le capital investissement. Le travail réel sur les transactions, les feuilles de calcul, les fiches de conditions et les appels de diligence raisonnable, c'est presque secondaire. Le vrai travail se passe dans le renseignement. Comprendre non seulement ce qu'est une entreprise, mais ce qu'elle devient, qui la dirige vraiment, où sont les points de pression, ce qui est caché dans les chiffres que les chiffres ne montrent pas. J'ai observé Callaway Group depuis 18 mois, pas à cause de Claudine. Avant même qu'elle ne commence à y travailler, une de nos sociétés en portefeuille avait exploré un partenariat de contenu avec eux, et l'accord avait échoué pour des raisons que je n'ai jamais trouvées entièrement satisfaisantes. Alors, j'ai gardé un œil passif sur eux. Et ce que j'avais vu au cours des 6 derniers mois était devenu très intéressant. Derek Callaway possédait 62% de sa société en propre. Les 38% restants étaient répartis entre 3 investisseurs de la première heure et un petit pool d'actions pour les employés. La société avait déclaré des revenus solides pendant 3 années consécutives. Sur le papier, elle avait l'air saine. Mais il y a ce qu'une entreprise déclare, et il y a ce qu'une entreprise est. L'entreprise qui avait été leur principale source de revenus publicitaires venait de restructurer son budget marketing. Un accord de licence clé qui représentait près d'un tiers du revenu annuel de Callaway Group devait être renouvelé en février, et la contrepartie explorait discrètement des alternatives depuis des mois. Et Callaway lui-même s'était endetté personnellement sur sa participation pour financer ce qui semblait être un projet de développement immobilier spéculatif dans le sud de la ville qui était, depuis la semaine dernière, considérablement déficitaire. J'avais passé le jeudi soir au téléphone avec 2 sources. L'une était un ancien directeur financier d'une entreprise que j'avais soutenue des années auparavant et qui travaillait maintenant dans la finance des médias. L'autre était un avocat dans un cabinet qui avait fait du travail secondaire pour l'un des investisseurs initiaux de Callaway. Le vendredi matin, je savais exactement ce que valait l'entreprise de Derek Callaway, ce qu'elle allait valoir, et quel levier devrait bouger pour rendre l'écart entre ces 2 chiffres très, très grands. J'ai mis mon costume de 4 ans. J'ai redressé ma cravate dans le miroir du couloir.
Je me suis regardé un long moment, puis je suis allé à la fête de Noël. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire vous touche de près, si vous avez déjà été dans une pièce où quelqu'un a décidé que vous ne méritiez pas d'être respecté, veuillez vous abonner à cette chaîne et laisser un commentaire ci-dessous. Parce que ce que je m'apprête à vous dire est la partie de cette histoire que personne n'a vu venir. Ni Claudine, ni Derek Callaway, et honnêtement, même pas moi. La grande salle de bal du Fairmont le soir du 19 décembre ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une tentative très coûteuse de faire passer une obligation d'entreprise pour une célébration. Des nappes en lin blanc, des centres de table faits de branches givrées et de roses blanches. Un DJ installé dans le coin le plus éloigné diffusant des versions instrumentales douces de chansons de Noël. Des tables assignées par département, ce qui signifiait que la salle était organisée moins comme une fête que comme un organigramme que l'on pouvait parcourir. Claudine était magnifique, et je veux le dire honnêtement, sans amertume. Elle portait une robe vert foncé que je n'avais jamais vue auparavant, des talons que je ne reconnaissais pas, des bijoux qui captaient la lumière d'une manière qui suggérait qu'ils étaient nouveaux. Elle se déplaçait dans cette pièce avec l'aisance de quelqu'un qui y appartenait, saluant ses collègues par leur nom, riant au bon moment, touchant les bras et établissant des liens avec la précision fluide de quelqu'un qui pratiquait cette version d'elle-même depuis un certain temps. J'ai suivi. J'ai pris un verre. J'ai trouvé une place près du bord de la pièce d'où je pouvais tout voir et j'ai attendu. Je suis très bon pour attendre. Derek Callaway est arrivé 40 minutes plus tard, comme les gens comme Derek Callaway arrivent toujours, 15 minutes après le moment optimal, entouré juste assez d'entourage pour marquer l'entrée sans donner l'impression d'essayer. Il portait un costume noir parfaitement taillé avec un col ouvert, le genre de décontraction étudié qui dit « je réussis trop pour m'embêter avec une cravate ». Il a fait le tour de la salle avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait organisé cette fête 9 fois et savait exactement quelle poignée de main comptait. Je l'ai observé. J'ai observé Claudine l'observer. J'ai observé le moment où il l'a repéré à travers la pièce et la façon dont son expression a changé pour devenir quelque chose de plus chaleureux, de plus délibéré. Il s'est approché d'elle. Ils se sont étreints avec la familiarité de personnes qu'il avait fait de nombreuses fois auparavant. J'ai observé depuis ma place près de la fenêtre, un verre à la main, le visage neutre. Puis il m'a vu. Je pouvais voir le calcul se faire en temps réel, l'évaluation rapide, la catégorisation. Il s'est penché et a dit quelque chose à Claudine, trop bas pour que je l'entende, et elle a ri. Un vrai rire, pas son rire poli, le genre qu'elle me réservait autrefois. Il l'a guidée vers moi avec son bras autour de sa taille, se déplaçant comme un homme qui possédait tout dans la pièce et montrait simplement à un invité sa propriété. « Vous devez être Lawson », a-t-il dit, en tendant la main. Sa poignée était du genre qui serre légèrement plus fort que nécessaire. Un signe de dominance si bien documenté à ce stade qu'il devrait être accompagné de notes de bas de page. « Derek, ai-je dit. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« J'en suis sûr, » a-t-il dit, et il a souri. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Il m'a regardé comme on regarde quelque chose qu'on a déjà écarté. « Claudine me dit que vous êtes dans la finance. »« Quelque chose comme ça, ai-je dit. » Il a jeté un coup d'œil aux personnes à proximité qui s'étaient rapprochées pour écouter avec la curiosité facile d'une foule qui peut sentir quelque chose d'intéressant. Puis il m'a regardé à nouveau et son sourire s'est élargi. Elle m'a aussi dit que vous aviez eu une période un peu difficile ces derniers temps. Côté travail. Il a dit cela avec une sympathie si fausse qu'elle en était presque impressionnante. C'est un secteur difficile, le capital investissement, beaucoup de hauts et de bas. Il a ses cycles, ai-je dit. Il a remis son bras autour de la taille de Claudine. Elle ne s'est pas écartée. Et puis il l'a fait. Il s'est tourné vers les gens autour de lui, qui incluaient maintenant peut-être 20 collègues de Claudine, quelques cadres supérieurs, 2 personnes que j'ai reconnues du conseil d'administration de Callaway Group, et a dit assez fort pour être entendu. Vous savez ce que je pense ? Je pense que Claudine mérite beaucoup de crédit pour avoir fait tourner la maison pendant que son mari réfléchit à son prochain chapitre. Il a ri. Ce rire facile et confiant qui remplit les pièces. Parce que d'après ce que j'entends, il a été essentiellement un passager ces 2 dernières années. Fauché, collant, et, il a fait une pause pour les faits, ce qui est le geste d'un homme qui pense être la personne la plus intelligente de la pièce, complètement oubliable. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Sans offense, a-t-il dit. Je suis juste honnête.
Vous êtes comme un petit trophée triste qu'elle garde au sous-sol. Tout le monde ici le sait. La salle a ri. Certains nerveusement, d'autres librement. J'ai regardé Claudine. Elle a ri. Pas fort, pas cruellement. Mais elle a ri. Et ce seul son m'a dit tout ce vers quoi les 2 dernières années d'observation, de catalogage et de construction de mon image m'avaient conduit. J'ai pris une lente gorgée de mon eau pétillante. Puis j'ai regardé Derek Callaway et j'ai souri. C'est drôle que vous le décriviez de cette façon, ai-je dit. Parce que de là où je suis, vous n'êtes qu'un autre homme sur le point de voir 95% de sa société se dissoudre. Le sourire est resté sur son visage, mais quelque chose derrière ses yeux a changé. Excusez-moi. A-t-il dit. Pinnacle Advertising, ai-je dit, en gardant ma voix facile et conversationnelle. Le même registre que vous utiliseriez pour commenter la météo. Ils ont restructuré leur budget marketing en novembre. Votre contrat avec eux, qui représente environ 18% de votre chiffre d'affaires annuel, ne sera pas renouvelé au premier trimestre. J'ai parlé à leur directeur financier il y a 2 mois à propos d'une transaction totalement sans rapport. Le sourire avait disparu maintenant. Pas lentement, d'un seul coup. L'accord de licence avec North Shore Media, ai-je continué. Celui qui expire en février, ils sont en pourparlers avec Vertex Creative depuis septembre. Je connais leur avocat principal. Derek Callaway était très immobile. Et le projet de développement d'Archer Street, ai-je dit, le projet résidentiel que vous avez financé en utilisant votre participation en capital. Les dépassements de coûts de construction l'ont mis en déficit d'environ $1 million la semaine dernière. La banque détenant cette dette a envoyé un avis de défaut de paiement le 12 décembre. J'ai fait une pause. Je connais quelqu'un dans leur comité de prêts commerciaux. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le quatuor de jazz dans le coin le plus éloigné qui jouait encore, complètement inconscient. Alors, quand vous parlez de ce que Claudine mérite, ai-je dit, je réfléchirai attentivement à qui dans cette pièce est réellement le passager. Parce que dans environ 60 jours, Callaway Group aura besoin d'une injection de capital ou d'un acheteur, et le chiffre que vous entendrez de chaque cabinet que vous appellerez sera un pourcentage très inconfortable de ce que vous pensez que votre entreprise vaut. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche. Ce fut un plaisir de vous rencontrer comme il se doit, ai-je dit, et je suis sorti de la salle de bal. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall et je suis sorti sur East Monroe Street. L'air de décembre venant du lac Michigan était assez vif pour piquer, et je suis resté sur le trottoir quelques minutes, juste en le respirant, en regardant les lumières de la ville se refléter sur la glace qui avait commencé à se former le long des bords de la patinoire de Millennium Park. Mon téléphone a vibré en 3 minutes, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Monsieur Brigg. La voix était prudente, mesurée. Je m'appelle Paul Rector. Je suis le conseiller juridique général de Callaway Group. Je m'excuse de vous contacter ce soir. J'ai obtenu votre numéro d'un contact mutuel. Je comprends que vous et Derek avez eu un échange ce soir lors de l'événement des fêtes. C'est exact, ai-je dit. Il aimerait savoir si vous seriez disposé à vous asseoir en début de semaine prochaine. J'y ai réfléchi un instant. Dites-lui mardi, ai-je dit. Notre bureau est sur Adam Street, 9 h du matin. Je m'assurerai qu'il y soit, a dit Paul Rector. J'ai raccroché et je suis resté là dans le froid un peu plus longtemps. Ce que je dois vous dire maintenant est quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute à personne d'autre que mon frère, qui dirige une entreprise de construction commerciale à Oak Park et qui est la personne la plus honnête que je connaisse. Et je dois le dire parce que je pense que c'est la partie de cette histoire qui compte vraiment. Sortir de cette salle de bal ne m'a pas donné l'impression de gagner. Je veux que vous compreniez cela. Les films vous diraient qu'il y a un repère musical à ce moment-là, une sorte d'envolée qui vous dit que le héros vient de récupérer quelque chose. La vraie vie n'a pas de repères musicaux. La vraie vie a l'air froid de décembre et le son de vos propres pas et la connaissance que la chose que vous venez de dire là-dedans, aussi vraie, aussi précisément ciblée soit-elle, ne répare pas la chose qui est réellement brisée. Claudine a ri. C'est la phrase qui m'est restée en tête sur Monroe Street. Pas le visage pâle de Derek Callaway. Pas le silence qui a suivi mes paroles. Pas la certitude que j'ai ressentie lorsque j'ai exposé exactement ce que je savais que valait son entreprise. Ces choses étaient presque accessoires. Ce à quoi je revenais sans cesse, c'était le fait que ma femme avait ri. J'ai appelé mon frère depuis la voiture.
Comment ça s'est passé? A demandé Nathan. Il savait que j'allais à la fête. C'est la seule personne qui sait tout. Exactement comme je le pensais, ai-je dit. Tu vas bien? J'y ai réfléchi un long moment, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre alors que mon Uber se déplaçait vers le nord sur Michigan Avenue. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. C'est ce que je veux vous dire. Parce que les gens dans les autres scénarios que j'ai entendus, les autres histoires, ils semblent toujours avoir cette clarté, ce moment de triomphe net qui efface tout ce qui l'a précédé. Et je ne vais pas vous mentir et vous dire que c'était ça. Savoir que l'entreprise de Derek Callaway était en chute libre ne changeait pas le fait que ma femme avait ri avec un autre homme à une fête où elle était censée se tenir à côté de moi. Certaines vérités sont parallèles et ne s'annulent pas. La réunion du mardi s'est déroulée comme je l'attendais. Derek Callaway est arrivé à nos bureaux sur Adam Street à 8h57, ce qui m'a dit qu'il avait passé tout le week-end à décider si la ponctualité serait interprétée comme de la force ou du désespoir et qu'il avait opté pour quelque chose entre les deux. Il a amené Paul Rector et une femme que je ne reconnaissais pas et qui s'est avérée être sa conseillère financière personnelle. J'ai amené 2 de mes partenaires, Sloan Whitfield, qui conclut des transactions sur des actifs en difficulté depuis 22 ans et à l'énergie de quelqu'un qui apprécie sincèrement l'odeur d'une entreprise sur le point de faire faillite, et Grant Okafor, qui s'occupe de notre structuration juridique et dont le visage impassible est si complet que je n'ai jamais su une seule fois en 8 ans ce qu'il pensait réellement. La réunion a duré 3 heures. Derek Callaway a passé les 45 premières minutes à essayer de recadrer la conversation, ce que font les gens quand ils veulent contrôler quelque chose qui est déjà hors de contrôle. Il a apporté des projections de revenus qui ne tenaient pas compte du vide laissé par Pinnacle. Il a minimisé la situation de North Shore. Il n'a pas mentionné du tout le défaut de paiement d'Archer Street jusqu'à ce que Sloan le mentionne très calmement par son nom, moment auquel la conseillère financière a regardé la table. Puis il a demandé ce que je proposais. Je l'ai exposé. Meridian Peak acquérait une participation majoritaire dans Callaway Group à une valorisation reflétant sa condition actuelle réelle plutôt que celle déclarée. Cette valorisation était inférieure de 62% à ce que Derek Callaway avait dit à son conseil d'administration que l'entreprise valait. Callaway lui-même conserverait une participation de 5%, un siège à un conseil restructuré sans autorité opérationnelle, et un rôle de conseiller pendant une transition de 12 mois. Il posséderait 5% d'une entreprise qu'il avait créée à partir de rien. Il est resté assis avec ça un long moment. « Vous êtes venu à cette fête en sachant cela ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Je suis venu à cette fête en tant qu'invité de ma femme, ai-je dit. Vous en avez fait autre chose. Il m'a regardé à travers la table de conférence et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière la performance. Il était fatigué. Il avait peur. Et il était assez intelligent pour savoir qu'il n'avait plus de véritable levier. Je veux m'excuser, a-t-il dit, pour ce que j'ai dit à la fête. Ce n'est pas une condition de l'accord, ai-je dit. Que vous vous excusiez ou non ne change rien aux chiffres. Il a hoché lentement la tête. J'aurai besoin jusqu'à jeudi, a-t-il dit. Vous avez jusqu'à mercredi midi, a dit Sloan sans lever les yeux de ses notes. Il a appelé à 11h47 le mercredi matin. Il a accepté les conditions. Claudine et moi avons eu une conversation 4 jours après la fête de Noël. Pas le soir de la fête parce qu'elle n'est pas rentrée avant minuit et que je dormais, ou du moins en donnait l'impression convaincante. Pas le lendemain parce que nous nous déplacions dans l'appartement comme 2 planètes sur des orbites qui avaient cessé de se croiser. Le dimanche soir, elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ce n'était pas de la culpabilité, exactement. C'était quelque chose de plus proche du calcul. Le même regard que je l'avais vu prendre lors de réunions d'affaires quand elle essayait de décider du meilleur angle. « Je ne savais pas que tu allais faire ça », a-t-elle dit. « Je sais », ai-je dit. Tout le monde en a parlé. J'imagine que oui. Elle est restée silencieuse un moment. Derek m'a appelé samedi matin. Je le sais aussi, ai-je dit. Je le savais. Son appel sur son portable avait duré 14 minutes. Elle l'avait pris dans la chambre, la porte fermée. L'eau sonne. Elle a dit mon nom comme les gens le disent quand ils veulent qu'ils fassent le gros du travail pour tout ce qu'ils ne sont pas prêts à dire directement. Il ne s'agit pas seulement de la fête. Non, ai-je dit, il ne s'agit pas de ça. Elle a regardé ses mains un moment.
Je ne sais pas quand j'ai arrêté d'être heureuse, a-t-elle dit. Je veux que tu saches que ce n'était pas une décision que j'ai prise. C'est juste arrivé. J'ai beaucoup pensé à cette phrase depuis qu'elle l'a dite. C'est juste arrivé. Comme si les choix qu'elle avait faits au cours des 2 dernières années étaient la météo. Comme si le week-end à New York, le deuxième compte de messagerie et le rire à la fête de Noël étaient des choses qui lui étaient arrivées plutôt que des choses qu'elle avait faites. Je sais, ai-je dit. Et puis, parce que je le pensais, je ne suis pas en colère. Elle a levé les yeux. Je l'étais, ai-je dit, pendant longtemps, mais à un moment donné, ce n'était plus de la colère mais de l'information, et l'information, je peux travailler avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense que nous savons tous les deux ce que nous allons faire ensuite. Et je pense que nous le savons tous les deux depuis un certain temps. Elle est restée silencieuse un long moment. Je suis désolée, a-t-elle dit. Et je crois qu'elle l'était, pas pour les bonnes raisons peut-être, ou pas seulement pour les bonnes raisons, mais elle était désolée. Je sais, ai-je dit. Je suis désolé aussi. Pour tout ce que je n'ai pas pu être ou voir ou que j'ai cessé d'être en cours de route. Nous sommes restés assis à cette table pendant encore 1 heure sans parler, comme le font les gens quand il n'y a plus rien à négocier et que personne ne fait plus semblant. C'était l'heure la plus honnête que nous ayons passée ensemble depuis des années. Le divorce a été propre parce que je l'ai rendu propre. Je n'étais pas intéressé par la punition. Je n'étais pas intéressé par l'effet de levier ou le théâtre ou le genre de combat juridique prolongé qui enrichit les avocats et laisse les gens qui se battent vides. Claudine et moi avions des actifs que nous avions construits ensemble et nous les avons partagés équitablement. Elle a gardé l'appartement. J'ai emménagé dans un endroit au 23e étage d'un immeuble à Streeterville avec une vue sur le lac que je ne m'étais pas permis de vouloir quand nous étions mariés parce qu'elle avait voulu rester à Lincoln Park. C'est une belle vue. L'acquisition de Callaway Group a été finalisée en février. Ce que je n'avais dit à personne, y compris à Derek Callaway, c'est que nous avions un acheteur stratégique aligné avant même que l'accord ne soit signé. Une plus grande société de holding de médias qui tournait autour de la bibliothèque de contenu de Callaway depuis 2 ans, mais ne pouvait pas supporter la valorisation sur laquelle Derek avait insisté. Avec nous contrôlant la position, l'accord s'est conclu rapidement et proprement. L'acheteur a payé un montant qui, après toute la restructuration, a presque entièrement remboursé notre coût d'acquisition et a laissé une participation résiduelle valant considérablement plus que les 5% de Derek au moment de notre achat. Il a fini par faire le calcul. Il m'a appelé en mars. Vous avez gagné de l'argent avec mon entreprise. Il a dit, nous le faisons habituellement. J'ai dit une pause. Vous connaissiez l'acheteur avant la réunion de mardi. Je connaissais l'acheteur avant la fête de Noël. J'ai dit une autre pause, plus longue cette fois. Vous êtes un homme précis, a-t-il dit. J'essaie de l'être, ai-je dit. Il a raccroché. Pas de colère cette fois, ai-je remarqué. Juste une sorte de reconnaissance à contre-cœur qui se produit quand quelqu'un réalise qu'il a été dans une pièce avec un joueur d'échecs et ne l'a compris qu'après la fin de la partie. Mon frère Nathan est venu en ville un samedi de mars. Nous avons pris le petit déjeuner au Publican sur Fulton Market, le genre d'endroit où le menu est écrit sur un tableau noir et le café est meilleur qu'il n'a le droit de l'être. Nous avons commandé des œufs et des saucisses et nous nous sommes assis près de la fenêtre en regardant les passants du West Loop se déplacer dans le froid du début du printemps. Tu vas bien ? A-t-il demandé. La même question qu'il pose toujours. Oui, ai-je dit. Cette fois, je le pensais. L'affaire s'est bien terminée. Très bien. Il a hoché la tête, en roulant ses 2 mains autour de sa tasse de café. Nathan a travaillé avec ses mains toute sa carrière, et il a les mains qui en témoignent. Larges et calleuses, portant en permanence la preuve de son travail réel. Il m'a regardé de l'autre côté de la table avec le regard particulier d'un frère aîné qui vous a observé toute sa vie. Tu sais à quoi je n'arrêtais pas de penser ? A-t-il dit. Quand tu m'as raconté ce que ce type a dit à la fête, tout ce truc de fauché, collant, oubliable. À quoi ? Je n'arrêtais pas de penser à papa. Il a souri, un petit sourire. Notre père avait travaillé 30 ans comme machiniste à Gary, dans l'Indiana. Il n'avait jamais gagné plus de $50 000 en une seule année, avait élevé 3 enfants dans une maison qui nécessitait plus de réparations qu'il ne pouvait en faire, et était mort à 71 ans, sans jamais avoir fait en sorte que quelqu'un dans une salle de bal se sente petit. Il serait aussi sorti de cette pièce.
Il l'aurait fait beaucoup plus vite que moi, ai-je dit. Nathan a ri. Oui, il l'aurait absolument fait. Nous avons fini le petit déjeuner. Nous avons descendu Fulton et nous sommes dirigés vers la rivière comme nous le faisions partout quand nous étions enfants parce qu'aucun de nous n'avait de voiture. La rivière Chicago montrait encore de la glace sur les bords, mais le centre se déplaçait, sombre et froid et indifférent à tout ce qui se passait sur ses rives. Elle te manque ? A demandé Nathan. J'y ai réfléchi honnêtement. Celle que je pensais qu'elle était me manque, ai-je dit. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Il a hoché la tête. C'était la bonne réponse. Nathan a toujours su quand la bonne réponse a été donnée et il n'insiste pas. Je veux vous dire quelque chose sur la nuit de la fête de Noël. Quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quand je suis retourné dans le hall du Fairmont et sorti sur Monroe Street, avant d'appeler mon frère, avant l'Uber, avant tout ça, je suis resté sur le trottoir pendant environ 3 minutes et j'ai fait quelque chose que je ne suis pas habituellement un homme qui fait. Je l'ai ressenti. Tout le poids de 2 ans à observer, à savoir et à ne pas dire. Le rire que Claudine a laissé échapper. La satisfaction de voir le visage de Derek Callaway passer de la performance à la panique en environ 8 secondes. L'air froid, les lumières sur la glace, le fait que j'avais 46 ans et que j'étais seul devant une fête de Noël dans un costume vieux de 4 ans un vendredi soir. Je me suis permis de tout ressentir, pas pour me morfondre, pas pour sombrer, juste pour m'assurer que je ne passais pas à côté de quelque chose d'important. Parce que voici la chose que j'ai apprise en 20 ans à faire ce que je fais. Regardez les entreprises, regardez les chiffres, regardez les gens, et essayez de voir au-delà de ce qu'ils présentent pour voir ce qui est réellement là. L'erreur la plus coûteuse qu'une personne puisse commettre est de confondre ce qu'elle a gagné avec ce qui comptait vraiment. J'ai gagné cette pièce dans un sens très réel, très pratique. Je savais quelque chose que Derek Callaway ne savait pas que je savais. Et je l'ai utilisé avec précision au moment exact où il a supposé qu'il avait tout le pouvoir. C'est réel. Je ne prétends pas le contraire. Mais j'ai aussi perdu quelque chose dans cette pièce. Pas à cause de Derek Callaway. Pas à cause de Claudine. Je l'avais déjà perdu bien avant cette nuit. Probablement. J'avais perdu le mariage que je pensais avoir. La version de nous qui courait ensemble le long du lac, se disputait pour le dîner et veillait trop tard à parler de choses qui n'avaient pas d'importance et qui étaient donc exactement les choses qui en avaient. Ces deux choses sont vraies en même temps. Vous pouvez avoir raison et pleurer quand même ce que le fait d'avoir raison vous a coûté. Il y a une autre chose que je veux vous dire. En avril, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif régional de Chicago, mais pas un que je connaissais. J'ai répondu. Monsieur Brigg. Une voix de femme, professionnelle, claire. Je m'appelle Renata Cole. Je suis gestionnaire de portefeuille chez Lakeview Capital. Nous avons un contact mutuel qui a suggéré que je vous contacte. Nous envisageons une position minoritaire dans une entreprise de technologie de contenu, et j'apprécierais votre perspective sur le secteur. J'ai du temps jeudi après-midi, ai-je dit. 14 heures. Ça marche, a-t-elle dit. Je viendrai à vous. Elle s'est présentée à nos bureaux d'Adam Street à 13h58, ce que j'ai noté parce que c'est le genre de choses que je remarque. Elle avait 42 ans, directe comme le deviennent les gens qui sont très bons dans leur travail. Le genre de personne qui ne perd pas les 5 premières minutes d'une réunion à établir ses qualifications parce que les qualifications parlent assez clairement d'elles-mêmes. Elle connaissait l'entreprise sur laquelle elle posait des questions mieux que la plupart des gens à son niveau ne prendraient la peine de le faire, et elle a contesté 2 de mes points d'une manière qui était correcte et bien documentée. Après 1 heure, elle s'est levée pour partir puis s'est retournée à la porte. L'affaire Callaway Group, a-t-elle dit. J'ai lu à ce sujet dans la presse spécialisée. La façon dont elle a été structurée était inhabituelle. Nous trouvons que les structures inhabituelles fonctionnent mieux, ai-je dit. Elle a hoché la tête, m'étudiant avec la même attention évaluatrice que je reconnaissais parce que je l'utilise moi-même. Inhabituel signifie généralement que la personne qui dirigeait l'affaire savait quelque chose que tout le monde ignorait, a-t-elle dit. Parfois, ai-je dit. Elle a souri. Je vous recontacterai, monsieur Brigg. Elle l'a fait, mais c'est une autre histoire pour un autre jour. Je m'appelle Lawson Brigg. J'ai 46 ans. Je suis partenaire en capital investissement à Chicago, Illinois.
il y a 6 mois, un homme dans une salle de bal louée m'a regardé devant 200 personnes et m'a traité de fauché, de collant et d'oubliable, pendant que ma femme se tenait à côté de lui et riait. Ce que je veux vous dire, la chose que je retournerai me dire à moi-même sur Monroe Street dans le froid de décembre, c'est ceci. Être invisible n'est pas la même chose qu'être rien. La position la plus puissante dans n'importe quelle pièce est celle où vous en savez plus que quiconque sur ce qui se passe réellement. Et vous choisissez soigneusement et délibérément quand utiliser cette connaissance. J'avais été invisible dans cette salle de bal pendant 40 minutes. Personne ne m'a regardé 2 fois. Personne ne m'a inclus dans une conversation qui comptait. J'étais exactement ce qu'il supposait que j'étais. Et puis je ne l'étais plus. Il y aura une nuit dans votre vie. Peut-être qu'elle est déjà arrivée. Peut-être qu'elle arrive. Ou quelqu'un dans une pièce pleine de gens décidera de faire de vous l'exemple, décidera de vous utiliser comme preuve de quelque chose, décidera que vous êtes la personne la moins importante de l'espace. Laissez-les faire. Laissez-les faire ce calcul. Laissez-les s'y installer confortablement. Laissez-les faire ce que les gens font quand ils croient avoir correctement identifié à qui ils ont affaire. Et puis, quand le moment sera exactement venu, montrez-leur qui vous êtes réellement. Pas pour la vengeance, pas pour le public. Pas même pour vous-même, vraiment. Montrez-leur parce que la vérité a une façon de s'imposer d'elle-même finalement. Et la seule question est de savoir si vous êtes prêt quand elle le fait. J'étais prêt et je suis toujours debout. Ce n'était pas la vengeance. Ce n'était pas l'accord ou la salle de conseil ou le fait de regarder le visage de ce PDG pâlir. C'était le fait que Lawson a su pendant 2 ans et n'a rien dit. Pas parce qu'il était faible, parce qu'il attendait le bon moment. La plupart d'entre nous, à la seconde où nous nous sentons méprisés, nous réagissons. Nous ripostons immédiatement. Nous voulons que les gens sachent que nous savons. Mais la vraie confiance n'a pas besoin d'un public. Elle a juste besoin de timing. La chose la plus puissante que vous puissiez faire lorsque quelqu'un vous sous-estime est de le laisser faire. Continuez à construire. Continuez à observer. Et quand le moment sera venu, vous n'aurez pas besoin d'élever la voix. La pièce deviendra silencieuse toute seule. C'est la leçon que j'ai tirée de l'histoire de Lawson, en tout cas. Qu'en avez-vous tiré? Mettez-le dans les commentaires.